Savais-tu que la confiance en soi est un piège? Aimerais-tu éviter de tomber dedans? En entrepreneuriat, on est soit dans la confiance en soi ou sous l'emprise du syndrome de l'imposteur. Sinon, on se sent comme fou ou insouciant, propulsé par des élans fous, des élans de folie. Est-ce l'intuition, de l'espoir ou la foi? Et c'est pareil partout. Là, je parle d'entrepreneuriat, mais on vit ça un petit peu partout, qu'on a des élans d'un bord, des élans de l'autre, des freins de l'autre bord. Donc, bienvenue dans La richesse des différences, le podcast où l'on démystifie les subtilités de la vie et on s'ouvre à une réalité plus vaste en choisissant de s'ouvrir sans jugement. Chaque épisode est une invitation à revoir et à créer ta propre vérité. Aujourd'hui, en découvrant la différence subtile entre foi et confiance, tu pourras mieux gérer ta solidité, tes peurs, en plus de pouvoir enfin faire des choix plus facilement. Oui, enfin, parce que le doute, OK, cette grosse bête-là, le doute est tellement répandu, presque comme un virus, et il a pris toutes sortes de formes. Le stress, l'anxiété, l'insécurité, et parfois même de la colère, l'angoisse, la violence. Évidemment, dans une société où le système, la société et le système éducatif surtout prétend qu'il y a qu'une seule bonne réponse et que celui qui la détient, qui la connaît, a le pouvoir. Et ce pouvoir-là, il l'a pas seulement sur détenir la réponse, mais il y a quasiment un pouvoir de nous définir et de déterminer où s'en va notre vie, là. C'est ça qu'on apprend à l'école. Si tu sais pas ça, tu vas finir à la pire place que tu peux imaginer dans ta vie. Et ce pouvoir-là de nous définir, je l'ai abordé dans plusieurs épisodes sous différentes formes, mais c'est tellement facile de se définir quand on sait pas, quand on n'est pas capable, ou pire, quand on s'est trompé. Puis ça, on le vit dans tous les aspects de notre vie, là. Dans l'entrepreneuriat, c'est comme juste pire. Mais dans notre quotidien, que ce soit par le biais de l'école, dans notre métier, dans nos relations personnelles, dans nos expériences de vie, on se retrouve à se juger avec sévérité, parce que c'est comme ça qu'on a appris, et à se coller des étiquettes identitaires. Et c'est pour ça que j'amène beaucoup les gens, surtout par le biais de mon école, j'amène beaucoup la lucidité identitaire. Puis qu'est-ce que ça inclut d'apprendre ça, la lucidité identitaire? Ça veut dire comprendre comment on s'est défini, comprendre comment l'étiquette elle a collé, et surtout, là où ça devient le fun, de savoir qu'elle est amovible, cette étiquette-là. Donc, c'est sûr que dans cette impasse-là, dans cette société-là où on nous a appris il y a une bonne réponse et si tu la connais pas, t'es dans la merde, ben, il ne nous reste que la peur de se tromper ou de ne pas savoir. Et c'est tellement facile et courant qu'on s'égare là-dedans, on se perd, on se frustre, on se décourage de la vie et on se dit faut que je sache, faut que je connaisse. Et qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des diplômes, on prend formation par-dessus formation, puis ceux qui basculent du côté de la spiritualité puis qui sortent du système éducatif scolaire ou peu importe, c'est la même maudite affaire, là. Ils vont prendre des formations, des formations, des formations pour arriver à, se quantifier et se dire, j'ai de la valeur, je sais beaucoup de choses, je connais beaucoup de choses, et là, on se garoche et on veut montrer ce qu'on sait pour avoir l'approbation qu'on est connaissant, qu'on est savant, et c'est ce qui nourrit notre confiance en nous et c'est ce qui pèse une tonne. Et c'est, personnellement, j'ai pas pris la route de la connaissance, moi, pour m'égarer. Puis je, je le réalise live, là. C'est vrai que moi, j'ai pas pris ce costume. J'ai mis le costume de la confiance. Donc, je me suis déguisée en quelqu'un de confiante
sans avoir ce qu'il fallait pour l'assumer à l'époque, bien sûr que c'était ma croyance. Donc, j'avais le gros syndrome d'imposteur parce que j'avais très peu de connaissances apprises. Donc, j'avais pas beaucoup de prix de formation, été à l'école, j'avais vraiment pas fait d'études approfondies dans rien. Mon école à moi, ça a été de me péter la gueule dans toutes les pires expériences que l'humain expérimente. Donc moi, ça a été ça mon école. Et quand j'ai décidé de me partir, puis de décider de croire que j'avais quelque chose à offrir, j'étais à cette époque-là, j'avais vécu l'effondrement de mon abus de confiance en moi. je vais, je vais élaborer là plus concrètement, mais c'est ça. Quand je me suis partie en affaires là, je m'étais effondrée d'un abus de confiance en moi. Et c'était même pas de la confiance en moi, c'était un abus de l'imposture. Parce que ce costume-là, où est-ce qu'on se tient droit, on marche cocky way, là, tu sais, c'est comme on marche comme si on était prêt à faire tomber des barrières incroyables, comme si on savait tout, comme si, puis il y a quand même une mode là-dessus, là, faire comme si, avoir l'air comme si, c'est pas la première fois que je te dis que j'étais une prodigieuse hypocrite. Ben, un de mes costumes que je portais le plus souvent, c'était le costume de la confiance en moi. Et non seulement c'était le plus usé, mais c'était le plus lourd à porter. Et ça a été celui qui a exigé le plus de moi à sacrer au vidange. Ben, j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. Euh, Mon corps était rendu tellement dysfonctionnel. Puis c'est pour ça que je dis, je me suis égarée sur la route de la confiance et j'y ai trouvé le cul-de-sac du burn-out et de la dépression. Tu sais, j'ai fait 4 dépressions, c'était pour me prévenir. Regarde, t'es pas sur la bonne voie, ma belle, là. T'es dans le champ avec ta confiance, là. C'est la dernière affaire dont t'as besoin. Mais j'avais ben trop confiance pour écouter mon corps me dire que c'était pas une bonne idée d'avoir confiance. Fait que c'est sûr que un moment donné, ça l'a pété au fret, puis mon corps a lâché. Il a dit, garde, moi, j'en ai plein mon casse de ton imposture, j'en ai rien à foutre de ce que tu es convaincu de voir projeté comme image. Moi, je débarque. Donc, mon corps a vraiment lâché. Puis, cette... euh, cette force-là, cette solidité-là que je croyais devoir euh, afficher, projeter, émettre, convaincre les autres, euh, c'était tout l'opposé de ce que j'étais. Tu sais, c'est le 26e épisode, là. Donc, ça fait 26 épisodes. Si tu me connaissais pas avant de me connaître par le biais de mon podcast, ça fait 26 heures à peu près qu'on passe ensemble et que tout ce que tu fais, c'est me voir brailler à tout bout de champ parce que je suis une grande sensible. Je suis maintenant une amoureuse de la beauté, de la vulnérabilité humaine, euh, et une ambassadrice d'authenticité humaine. Et comment je suis devenue cette amoureuse-là de la vie et de l'authenticité, c'est parce que je me suis mis en prison pendant 42 ans, dans une imposture où est-ce que j'avais pas le droit d'être ce que j'étais, j'avais pas le droit d'être fragile, vulnérable. Je m'étais retiré ce droit-là parce que je m'étais rendu compte que c'est pas le fun de se sentir petit comme ça. C'est pas le fun de se sentir tout petit, de vouloir disparaître, Puis j'entends beaucoup de gens dire arriver à prendre sa place, les gens qui croient qu'ils n'ont pas leur place. Moi, c'était un petit peu différent. C'était pas, je pensais pas avoir ma place. J'étais plus dans la conviction qu'il fallait pas que je la prenne, que, que mon aspect inadéquat, mon aspect que dans le fond que ça faisait pas une différence ni qui valait la peine, ni pertinente
que je fasse une différence. C'est pour ça, tu sais, mon podcast, là, mon titre, là, je l'ai mijoté longtemps avant de le mettre en place. Mais c'est vraiment dans cette différence-là, dans ma différence, que j'ai compris que je pouvais faire une différence et que c'était pertinent, que ma différence avait sa place, elle avait toute la pertinence du monde et que je devais accepter euh, que cette différence-là, non seulement elle ait sa place, mais qu'elle soit requise, qu'il pouvait y avoir du monde qui en avait solidement besoin. Fait que ça a été, tu sais, aujourd'hui, quand je parle des dépressions que j'ai faites, je parle de mes instants de dépressurisation. Dans cet épisode-ci, je vais vraiment mettre l'accent là-dessus parce que la confiance en soi, là, c'est de se mettre une pression. Mais une pression, là, une pression qui permet pas de se tromper, de pas être capable, de la conviction d'être tout le temps trop, pas assez. La confiance en soi, là, c'est le costume le plus pesant parce qu'il pèse sur nos épaules. Il dit, hey! C'est comme si, c'est comme s'enlever le choix, la confiance en soi. Puis, tu sais, je vais approfondir plus concrètement, là, sur la différence et la foi plus loin, mais je veux vraiment te partager comment ça a été un égarement, euh, un égarement quasiment vital parce que si j'arrivais pas à projeter que j'avais confiance en moi, les gens penseraient que j'ai besoin d'aide. Puis à l'époque, je m'étais même pas donné le droit d'avoir besoin d'aide non plus. C'est sûr. Comment on peut avoir confiance en soi puis avoir besoin d'aide? Quand on a confiance en soi, on n'a besoin de rien, on manque de rien, on sait tout, on fait tout, on est invincible, on est invulnérable. Fait que je pouvais pas laisser transparaître que j'avais besoin d'aide. Puis ça a été, c'est ça qui faisait que c'était comme doublement lourd la confiance, l'hypocrisie que je projetais, la confiance en moi, parce que non seulement j'essayais de montrer que j'étais forte et solide, donc ça c'était une imposture. Mais je partais pas de à terre, là, je partais de moins X parce que j'étais tellement le contraire de ça, j'étais défoutue, j'étais brisée à l'intérieur de moi. Fait que je pouvais pas, tu sais, partir de zéro, le costume est pesant, mais là, je partais dans la cave, là. Je partais comme s'il me manquait un bras et une jambe. Donc, le costume était encore plus lourd à porter. Puis, cet égarement-là, malheureusement, même après une, deux, trois dépressions, c'était dans ma tête, là, à l'époque, là, c'était même pas une option de devenir vulnérable. C'était même pas une option. Tu sais, quand on dit être en mode survie, là, ben, mon mode survie était tellement sans issue, j'avais pas d'option. J'avais zéro option. Zéro, zéro. Fait que quand t'as pas d'option, tu penses qu'il y en a pas. Et c'est vraiment, tu sais, quand je suis arrivée à ma quatrième dépression, puis que là, mon corps a lâché en plus, puis que là, je me suis dit, hey, il y en a du monde qui ont pas mal partout, puis qui se blessent pas à tout bout de champ, puis qui sont pas tout le temps dans un drame. Ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres façons de vivre la vie. Puis, tu sais, ça a été vraiment un gros challenge pour moi de me dire, je suis game d'essayer une vie où est-ce que j'aurais pas mal à nulle part, ça l'existe-tu? Comment ça marche? Tu sais, ça a été un gros challenge de sortir de ça parce que le piège que je te dis, et j'ai eu vraiment beaucoup de gens en consultation avec ça. Le piège dont je te parle, c'est que plus t'es dans la marde, ok, plus t'as de la misère, plus t'as des épreuves, plus tu vis de la difficulté, plus c'est difficile, plus tu souffres, peu importe la forme de souffrance, puis que tu arrives à t'en sortir.
Le sourire, le sourire du guerrier triomphant. J'y arrive, j'y suis arrivé et je vais encore y arriver. Donc, c'est là le piège. C'est que je me sortais tellement de tous les problèmes, les affaires les pires possibles. Puis tu sais, quand je tombais enceinte à 19 ans, là, puis que tout le monde me disait « T'es folle! » Tu sais, je travaillais chez McDonald's à l'époque. Je sais pas si tu connais le salaire minimum en 94. C'était- Mais oui, j'ai tout ce qu'il faut pour avoir un enfant. Donc, tu sais, il y avait cette... J'avais tellement traversé de marde déjà à 19 ans sans traverser. Tu sais, j'avais 2 dépressions à mon actif déjà. Donc, je suis capable de me sortir de n'importe quoi, y compris d'avoir un enfant à 20 ans, là. Tu sais, c'était comme, fait que ce piège-là, c'est de, c'est que on existe sous la forme de la personne qui s'en sort. On existe par notre force. On existe par notre persévérance. On existe par tout ça. Et qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on devient esclave de la prochaine occasion de faire la preuve qu'on est fort. Ben, c'est ça l'esclavagisme, c'est ça le piège. C'est que tu peux pas montrer que tu es fort si tu te sors pas de la merde. Donc, tu deviens un détecteur, pour ne pas dire un créateur, parce que j'étais une prodigieuse créatrice de drame. Tu deviens détecteur slash créateur de merde, de souffrance, d'épreuves, pour être capable d'arriver à prouver que tu es fort, puis que tu as confiance en toi, puis que tu as raison d'avoir confiance en toi. Donc, c'est l'esclavagisme de l'ego, donc une conception de nous, qui nous fait qu'on existe sous une forme et que par manque d'options, c'est la seule forme par laquelle on arrive à exister et qu'on y reste, même si on se fait chier royalement dans cette identité-là, dans cet espace-là. Fait que moi, je suis passée, mon point de culbute, mon point de culbute, mon point de bascule, ça a été, je suis passée de confiance à amour. Et c'est quoi pour moi l'amour? C'est d'apprendre à me connaître et de me respecter dans mes limites. OK? Parce que toute notre vie, on avance dans la découverte, pas dans la connaissance, dans la découverte de soi. Et qu'est-ce que ça inclut, la découverte de soi? Ben, ça inclut de découvrir nos limites. Et par définition, une limite, c'est quand on l'échappe. Sinon, si on l'échappe pas, on est capable d'aller plus loin, on est capable d'aller plus loin, on est capable d'exiger plus. Donc, quand il y a une perte de contrôle, c'est là qu'on découvre une limite. Ah, ben si je veux plus y retourner, maintenant je me connais, donc je découvre une limite, j'apprends à me connaître en découvrant mes limites, et là je fais comme, oups, ah, ok, je suis au courant maintenant, j'y retournerai plus. Malheureusement, on condamne beaucoup les pertes de contrôle et on fait pas de place à la connaissance de soi dans la société où des lois et des punitions se mettent en place. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Mais n'empêche que c'est ça pareil. Découvrir une limite, ça veut dire qu'on se retrouve dans une perte de contrôle, qu'on découvre que, oups, ça passe pas. Tout comme quand je raconte que j'ai fait un monstre de moi pendant 16 ans dans mon deuxième livre, euh, avant de faire ma connerie monumentale, je pensais pas que ça me dérangerait, là. Je pensais pas. Mon système de valeurs était tellement à zéro que je pensais même pas que je pourrais avoir de la culpabilité ou me sentir honteuse d'agir de la sorte, là. Fait que ça a été une perte de contrôle, c'est quand j'ai fait comme tu fais là, c'est folle. Donc, tu sais, ça a été vraiment ça là. Qu'est-ce que t'as fait là? Ça se fait pas. Donc je me suis donné une claque sur la gueule par une perte de contrôle et c'est comme ça que j'ai touché mon fond et que j'ai fait comme non, 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 t'as encore un système de valeurs, tu te soucies encore de l'impact de ce que tu fais et non, tu veux pas faire de mal aux gens qui t'entourent. Et à cette époque-là, je me considérais comme un monstre. Donc,
comment un monstre peut exister, c'est en faisant du mal autour de lui. Fait que j'étais tellement sous l'emprise de ma monstruosité que je pensais que je pouvais faire du mal sans que ça me dérange. J'étais convaincue d'être un monstre. Mais quand j'ai fait quelque chose que j'ai dit, non, ça là, ça passe pas. Ça passe pas, puis ça passera plus jamais. C'est la dernière fois que tu agis comme ça. Et là, j'ai fait comme, ah! Et là, je me suis dit, je suis peut-être pas aussi monstrueuse que je le crois parce que je suis encore capable de dire, j'ai pas envie de faire du mal aux gens que j'aime. Et ça a été comme mon coup de poing sur la gueule ou mon coup de pied au cul, ou appelle ça comme tu voudras, qui m'a fait me dire, OK, je suis peut-être pas aussi monstrueuse que je pense, mais essayer de découvrir qu'est-ce que je peux être d'autre. Mais il a fallu que je touche le fond. Fait que ma confiance en ce que je croyais être a été euh, ébranlée parce que je croyais savoir l'issue. Et c'est là que je t'amène une subtilité avant de te donner la définition concrète entre la confiance en soi et la foi. Donc, quand je suis passée de confiance à amour, donc que j'ai compris que ma connaissance de moi dépendait et ma connaissance de moi, que mon amour propre dépendait de ma connaissance de moi et du respect de mes limites. La foi s'est installée quand j'ai compris qu'entre ce que je veux, ce que je crois avoir besoin, donc tous les il faut, et ce qui est requis, il y a une grande différence. J'ai-tu un exemple concret pour te donner comment je sais maintenant qu'il y a une différence entre je veux, ce que je crois avoir besoin, puis ce qui est requis? Je voulais, j'essaie de reculer dans le temps, euh, dans ma jeunesse. Je voulais que les gens soient heureux. Tu sais, c'est un besoin très banal, très simple, mais je comprenais pas tout ce que ça l'exigeait d'être heureux. Je savais pas à l'époque que ça exigeait de se donner le droit d'être soi et tout ce que ça demande pour y arriver. Euh, je voulais que les gens soient heureux. Je savais pas que ça exigeait d'avoir à se pardonner un jour. Je savais pas que ça exigeait tellement de choses parce que l'amour de soi, pour qu'il devienne inconditionnel, ça exige de toucher à je pourrais ne pas m'aimer. J'étais convaincue ne pas pouvoir m'aimer. J'étais convaincue ne pas être aimable. Pour arriver à faire le choix d'y croire qu'on est aimable et aimant. Tout existe par la différence. Encore une fois, c'est pour ça que mon podcast parle de différence, parce que on peut pas. Puis, je ramène ça souvent, encore une fois, sous différentes formes. Mais tu sais, quand j'étais petite, ma mère, elle voulait qu'on ait le meilleur père du monde. Elle s'est séparée de mon père parce qu'il était alcoolique, puis pour plein de raisons que j'ignore toutes les autres raisons, mais j'imagine qu'il devait avoir d'autres raisons que ça, parce que c'est pas son alcoolisme qui fait de lui quelqu'un de très dommageable. Euh, Ma mère voulait m'offrir le meilleur des pères. Et bien sûr, elle voulait sûrement que je sois heureuse, là. Puis, le père qu'elle m'a trouvé ou que je me suis magnétisée, ça dépend dans quelle dimension, dans quel espace-temps, puis dans quel niveau de conscience qu'on se le met, mais le père remplaçant qui est rentré dans ma vie, on va dire ça d'une façon très neutre. Le père remplaçant qui est rentré dans ma vie, il est rentré à peu près de mes 5 ans à mes 15 ans, là, donc il a été dans ma vie environ 10 ans. Ce père remplaçant-là, du temps qui était dans ma vie,
a joué le rôle d'un grand frère, d'un partner, de... Oui, il avait une posture de père, mais son âge, il était vraiment beaucoup plus jeune que ma mère. Il avait 9 ans de plus jeune que ma mère. Donc, c'est sûr que euh, son rôle était particulier parce que c'était difficile pour lui d'avoir des comportements de père parce qu'il était beaucoup trop jeune. Mais il savait que c'était le rôle qu'il avait à jouer dans nos vies. Euh, donc, c'est comme c'est comme glisser comme un complice, un petit peu, dans ma vie, parce que c'était avec lui que je faisais mes mauvais coups, qu'on allait au dépanneur ou au casse-croûte en cachette quand le manger était pas bon. C'était avec lui qu'on allait à la crème à glace. C'était, tu sais, fait on avait une belle complicité. Puis, dans cette période-là où j'avais besoin d'un père, il a été un bon père remplaçant parce que il m'amenait quand même un équilibre par rapport à ma mère parce que il savait, je crois, je crois, ouais, je crois qu'il savait être heureux. Euh, et ça m'a permis de m'abreuver un petit peu à ça, à il y a du monde heureux autour de moi. C'était inconscient à l'époque, là, on s'entend, là, mais tu sais, aujourd'hui, je le vois. Euh, et ce père-là, pour qui j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et pour qui j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, même s'il a changé de forme dans ma vie, parce que après leur séparation, à lui puis ma mère, ben c'est sûr que eux se voyaient plus, mais moi j'avais comme encore contact avec lui, donc on a continué de se voir. Il est même devenu le parrain de ma fille. Et on a continué de se voir, mais avec le temps, la relation a changé de forme. Et comme je le raconte dans mon deuxième livre, euh, un jour est venu où cette relation-là a tellement changé de forme que je n'ai pu que constater à quel point je voulais le garder dans ma vie. Puis, à partir de là, j'ai vraiment, je me suis vraiment dit, euh, puis c'était vraiment drôle parce que j'étais allée voir une psy à l'époque parce que je souffrais beaucoup de ces changements de rôle-là dans nos relations. Puis elle m'a dit, pourquoi tu tiens vraiment à ce qu'il soit encore dans ta vie? Puis c'est vrai que j'avais plus besoin d'un père au sens propre. Mais j'ai réalisé plus tard que c'était vraiment à l'intérieur de moi qu'il y avait un conflit entre la nouvelle relation puis l'ancienne relation. Mais tout ça pour dire que c'est par le biais de cet homme-là que je suis arrivée à me définir comme un monstre, que je me suis détestée pendant 16 ans, que je me suis méprisée pendant 16 ans, et qu'au bout de 16 ans, je me suis pardonnée. Donc, ma mère m'avait livré le plus haut des pères parce qu'il m'a enseigné l'amour inconditionnel. Ça veut dire quoi? Je suis arrivée à me pardonner l'impardonnable par le biais d'une expérience que j'avais vécue avec lui. Donc, ce que je voulais que les gens soient heureux. Ça incluait commencer par être heureuse moi-même. Ce que je croyais avoir besoin, c'est de gens pour me rendre heureux ou de gens à rendre heureux. Hmm, oui et non. Mais ce qui était requis, c'est d'arriver à être malheureuse et de faire le choix que mon bonheur dépende que de moi. Ça veut dire quoi? Ça voulait dire mon bonheur dépendait de ma capacité à me pardonner, à m'aimer comme je suis, à me respecter dans mes besoins et dans mes limites. Wow! Je me suis rendu compte que je donnais un gros contrat aux gens en leur donnant, en exigeant d'eux qu'ils soient heureux et en voulant y contribuer alors que c'est pas ma job. Mais tout ça, tout ce parcours-là où j'ai eu à apprendre à être malheureuse. Malheureuse avec quoi? La culpabilité. Ça a été ma drogue préférée.
la culpabilité et son grand chum, tu sais, des fois, il y en a qui prennent un scotch avec de la bière, là. Ben, le grand chum de la culpabilité, pour moi, c'était l'impuissance. Donc, c'était mes deux shooters que je me prenais le plus souvent possible. Fait que la- j'avais à découvrir ce que ça l'exige d'être heureux et c'est sûr que ce que j'ai vécu, puis ce que ça l'a exigé, je l'aurais jamais choisi. Je l'aurais pas choisi. J'aurais pas pu imaginer que c'était la route qu'il fallait comprendre. Donc, c'est sûr que c'est là que j'ai compris la différence entre ce qu'on veut, ce qu'on croit avoir besoin et ce qui est requis. Donc, je voulais être capable de rendre les gens heureux. Et qu'est-ce que je suis allée chercher à l'école? L'outil que j'avais le plus besoin pour arriver à pouvoir rendre les gens heureux, c'est une capacité de pardon, une capacité d'amour inconditionnel envers les gens. Ça veut dire que zéro jugement. Et je me souviens plus ce que c'est juger quelqu'un. Je le regarde, puis même quand il y a des comportements désagréables, agressants, je suis juste capable de voir son besoin d'attention. Donc, il y a tellement j'ai tellement fait des conneries impardonnables qui ont été conduites par une détresse profonde qu'aujourd'hui, je sais qu'on fait pas exprès de se faire haïr. On fait pas exprès d'être maladroit. On fait pas exprès de rendre les gens malheureux. On fait jamais exprès. Quand on est dans le mode survie, j'aurais envie de dire qu'on réfléchit même plus. Puis je suis sûre que je suis pas tellement loin de la vérité parce que le mode survie fait que tu sais, t'as sûrement vu le film Titanic, là, tout le monde a vu Titanic. Puis, est-ce que quiconque dans ce navire-là aurait pensé, quand il est embarqué dans le navire, qu'un jour il aurait noyé quelqu'un? Non, mais m'a dire que quand t'es dans l'eau à moins X degrés, puis que tu dis si je le cale lui, ça me fait flotter, là, tu le fais, OK? Donc la survie, là, c'est ça. Euh, Là, c'est exagéré parce qu'on parle de noyade dans de l'eau glaciale. Mais la survie au quotidien, c'est comme ça que ça s'expérimente. On n'est plus capable de réfléchir à l'impact de nos actes. On réfléchit même pas à nos actes avant de les faire. On, on est comme une boule dans une table de jeu, voyons, une table à boules, là, où est-ce que tu as des manettes pour faire rebondir la boule, là. Ben, on se sent comme ça. On ne fait que se frapper à des obstacles et réagir. On ne réfléchit plus. Et c'est ce qui m'a amené à avoir des comportements que je ne me permettrais plus aujourd'hui, pas par persécution, pas pour être brimée, mais parce que je me connais. Et j'ai choisi de ne plus abuser de mes besoins, de les respecter. Et j'ai choisi que j'avais pas besoin d'atteindre des limites pour euh, aller dans des pertes de contrôle. Je sais aujourd'hui que même dans une perte de contrôle, je suis capable de m'aimer. Donc, j'ai plus besoin d'aller expérimenter des pertes de contrôle. Je le sais, c'est livré. D'après moi, dans mon système de valeurs à moi, j'ai fait la pire chose que je pouvais faire. Et ça m'a pris 16 ans à arriver à m'aimer. Ben, je pense que je peux rien faire aujourd'hui qui me permettra pas d'arriver à m'aimer. Et, et je sais ce que ça l'exige. Et c'est ce qui fait que je suis heureuse aujourd'hui et que je ne me cache plus. Je considère que c'est un privilège d'avoir fait le travail que ça l'exigeait pour arriver à m'aimer complètement. Et pour moi, c'est important d'être une source d'inspiration pour les gens à, oui, tu peux te pardonner n'importe quoi, puis le mal que tu te fais avec ta culpabilité, avec ta honte, avec ton impuissance, c'est toi qui choisis de te faire ce mal-là. Il te reste juste à dire, oui, je le veux, je m'aime assez pour me le pardonner, et c'est là que la magie s'opère. Euh, donc, c'est ce qui m'a amené le discernement entre ce qu'on veut, ce qu'on croit avoir besoin et ce qui est requis.
Donc, je suis maintenant une ambassadrice de ce qui est requis. Donc, c'est ce que je fais en consultation, c'est ce que j'enseigne un petit peu par le biais de l'école. C'est à aller chercher en quoi la pire chose, la pire expérience de notre vie pouvait être requise pour aller chercher quoi? Un trésor insoupçonné. Euh, un trésor insoupçonné, l'amour de soi inconditionnel. Euh, puis c'est dur d'aller là toute seule. Je l'ai faite, donc ça se fait par du monde. Euh, mais je me considère privilégiée d'avoir ce qu'il faut pour accompagner quelqu'un dans ces profondeurs-là parce que euh, c'est dur. Quand je dis que ça m'a pris 16 ans, c'est pas des blagues. Dans ma tête, ça aurait pu être 1 an ou 2, puis ça serait été correct. Euh, la sortie aurait été tout aussi délectable. Le supplice en a pas été moins lourd, ça a juste fait plus longtemps mal. Euh, donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je mets tant de dévotion à aller sortir les gens de là le plus vite possible. Fait que c'est un choix qui est pas facile à faire, mais qui se fait par du monde. Et pourquoi je parle de la confiance en soi versus la foi, c'est que d'arriver à avoir confiance que ce qui est requis, même si on le veut pas, même si on le choisit pas, va nous amener dans un espace. Wow! C'est ça la foi. Attrape-nigo, j'ai changé mes petits sons juste pour te faire une petite surprise. Fait que je t'amène vraiment dans un discernement plus concret. Je te donne ma définition, encore une fois, c'est la mienne, OK? C'est la mienne, c'est les miennes, OK? Je vais te lire, juste pour le fun, la définition que j'ai écrite dans mon deuxième livre, qui est « Et si Dieu était matière ». On se souvient que moi, Dieu, je l'écris D'-Y-E-U-X, parce que toute réalité repose dans le regard de celui ou celle qui observe. Donc, c'est pas un livre religieux. Mais dans ce livre-là, à la fin, à la page 345, je parle de la foi, justement. Je vais te lire la définition, puis après ça, je vais comme te simplifier ça pour t'amener vraiment la différence entre la confiance et la foi. Donc, petite lecture spontanée. La foi. Qu'est-ce que la foi? En vérité, c'est une forme de confiance sans que l'on sache en quoi. Concrètement, cela consiste à nourrir la conviction que l'inconnu a beaucoup plus à offrir que le connu et s'abandonner totalement à la vie en se laissant porter sans avoir besoin de comprendre ou savoir le pourquoi, le comment ou la destination. Cela se fait en sautant dans le vide, sans même avoir peur. Sauter avec la certitude que quelque chose a conscience de la légitimité et la pertinence de notre présence et que ce quelque chose ne nous laissera pas sombrer. C'est savoir sans l'ombre d'un doute que tous œuvrent à un tout sans même pouvoir concevoir ce tout. C'est concevoir l'aspect réel de l'intangible, l'omniprésence de l'alliance, j'avais écrit l'amour à l'époque, et le potentiel infini de la conscience universelle. La foi, c'est croire sans voir ni toucher. C'est plus long un petit peu dans le livre, mais je te lis juste les 2 premiers paragraphes pour te titiller avec mon livre « Et si Dieu était matière ». Et je simplifie tout ça avec la différence entre confiance en soi et foi. Parce que veux pas, on a quand même besoin d'être porté par quelque chose, puis je veux t'amener la conscience de la nocivité de la confiance en soi dans ma conception. Alors, j'ai commencé par, par décortiquer le mot confiance. Donc, c'est un con qui se fie en ce passé. Donc, confie en ce. Et ce, c'est ce qui est. Donc, et ce qui est,
lorsqu'on est sous l'emprise de l'ego, c'est le passé. Donc, ça veut dire qu'on a tellement confiance en notre passé que ça nous donne confiance en prétendant. Alors, je te donne une phrase claire. C'est choisir de croire avec conviction, et tu m'as sûrement déjà entendu dire convaincu, convaincu. Donc, quand on est dans la conviction, on est con en quelque chose. Donc, c'est choisir, la confiance en soi, c'est choisir de croire avec conviction que nous savons tout ce qu'il y a à savoir pour prétendre connaître l'issue d'une expérience. Choisir de croire en conviction, avec conviction que nous savons tout ce qu'il y a à savoir pour prétendre connaître l'issue de l'expérience. Et là, c'est vraiment drôle, je suis partie à rire quand j'ai composé mon émission, mon épisode aujourd'hui, parce que j'ai comme mis, c'est le courage d'avancer. Et là, j'ai fait comme, ah, c'est pas du courage! Est-ce vraiment du courage s'il n'y a pas de peur? Y a-tu vraiment du courage s'il n'y a pas de peur? Parce que c'est ça, on cherche à avoir confiance en nous, OK? On cherche à avoir confiance en nous pour avoir le courage d'avancer, alors que quand on a confiance en nous, c'est qu'on se propose qu'on connaît l'issue. Ben, si on connaît l'issue, il n'y a pas de courage, là. Je suis consciente là, que t'es peut-être pas d'accord, puis que t'as peut-être pas envie de me croire ni de m'écouter quand je dis quelque chose comme ça. Mais en tant que ex-adepte totalement conne, vaincue, que la confiance était la recette ultime, et pour m'être pété la gueule royalement avec ça, je peux pas faire autrement qu'en rire aujourd'hui et d'espérer que ça va t'amener de la légèreté dans ta quête de courage, parce que la confiance en soi, c'est pas du courage, c'est de se convaincre qu'on n'a pas raison d'avoir peur. Et c'est très différent. Fais-en ce que tu veux, t'en as le droit, je t'amène juste ça, comme ça. La foi maintenant. Donc, je te donne la version beaucoup plus légère et plus courte que dans mon livre. J'ai comme 3 versions pour vraiment amener du plus vers le plus simple possible. Donc, c'est avoir le courage d'écouter son intuition sans savoir en quoi c'est requis. Donc, je ramène ici le mot requis. Donc, la foi, c'est avoir le courage de sauter dans le vide, en fond. C'est croire sans savoir en quoi. Avoir la foi, c'est croire sans voir ni toucher. C'est le courage de sauter dans le vide. Et c'est vraiment ce que j'ai fait en 2017, en 2016, là, parce que dans le fond, j'ai ouvert ma business en 2017, fait que le choix s'est fait avant. Est-ce que mon transit de passer de la confiance à l'amour était fait à l'époque? OK. Je m'étais pas encore accordé mon pardon de ma monstruosité, mais j'étais en train de choisir de croire en moi. Et quand j'ai fait le saut pour passer vers solopreneur, j'avais pas plus que mon secondaire 5, mais j'avais un DEP, là, mais un DEP d'1 an et demi en photolithographie, là. C'est pas ça qui donne l'ambition dans la vie, là. Surtout que la technologie avait changé puis que c'était tout rendu informatisé, fait que c'était pas ça qui me donnait. Fait que j'avais un secondaire 5, une job, je gagnais à l'époque, je gagnais 43 000 par année, donc c'était quand même un bon salaire à l'époque. Donc, je gagnais un très bon salaire. J'avais un secondaire 5 et là, je me pars en business. Puis, c'était complètement fou. Parce que je croyais, encore une fois, j'étais dans la confiance en moi, là, je te le raconte, là, puis je me rends compte que je croyais donc ben savoir. Je croyais avoir réponse à tout. Je croyais que, encore une fois, tout comme le même choix que quand j'ai choisi d'avoir ma fille à 19 ans, je croyais que j'avais ce qu'il fallait. J'étais pas dans le champ.
Mais il m'en restait encore plus à apprendre. Puis je suis contente d'avoir fait le saut parce que ce que j'ai appris par le biais de mon entreprise, de mon service d'accompagnement, de mes consultations, et autant au niveau du processus du développement entrepreneurial que le processus personnel que j'ai fait dans la découverte de ce que j'avais à apprendre, euh, tout ça, ça s'apprend pas à l'école. Puis c'est pour ça que je suis vraiment une ambassadrice du soloprenariat, parce que je trouve que c'est la meilleure école de développement personnel, c'est de vivre l'expérience du soloprenariat, c'est là qu'on se découvre dans nos limites et qu'on apprend à les dépasser, qu'on apprend à se surpasser, qu'on apprend à se surprendre, qu'on apprend à se connaître sur des aspects qu'on crime, on l'apprend pas ailleurs. Fait que tu sais, j'avais confiance en moi, mais j'avais pas encore la foi. Euh, j'expérimentais la foi comme une espèce de folie. Comme je disais au début de l'épisode, là, tu sais, j'expérimentais vraiment mon saut. C'était comme entre le désespoir et la folie. Pourquoi que je dis ça? C'est que mon corps était rendu tellement magané, puis j'étais euh, tellement plus capable d'être pognée tout le temps dans les mêmes scénarios, que ce soit social, au niveau d'être employé. Tu sais, j'avais été 10 ans dans une entreprise qui a vendu, puis que, pouf, merci, bye Chantal, pour tes belles 10 ans d'accomplissement. Après ça, je rentre à une autre place. Puis, tu sais, il y avait tout le temps quelque chose qui faisait que c'est fini à un moment donné. Fait que j'avais comme... Fait que mes contextes de travail, mes contextes sociaux, ma vie de famille, ma vie émotionnelle. Donc, tout faisait que faut que je change quelque chose dans ma vie. Puis, j'avais jamais essayé l'entrepreneuriat. Puis, j'avais choisi de croire que je pouvais pas. Donc, le, le désespoir, ça peut pas être pire. OK? Ça, c'était ma zone de désespoir. Ma confiance était un mélange de foi et d'insouciance, et c'est pour ça que je dis la folie. Je disais au début, est-ce de l'intuition, de l'espoir ou de la foi, ces élans de folie-là? Ben, cet élan de folie-là, je sais maintenant que c'est un mélange des trois. Mon intuition, donc mon âme savait qu'est-ce que j'avais le plus besoin d'apprendre, et c'était par là que j'allais l'apprendre. L'espoir d'une vie meilleure. Oui, c'est ce qui a motivé mon choix. Mais la foi, c'était, je vais y arriver sans savoir comment. Cet espace-là est très, 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 très mince entre la foi et la folie. Puis pourquoi que je dis ça? Parce que quand on sait que c'est là qu'il faut qu'on aille, mais qu'on sait pas pourquoi, puis que là, quelqu'un nous demande de l'expliquer, c'est là qu'on a l'air fou, et c'est là qu'on se demande si on l'est. Mais que c'est tellement fort à l'intérieur de nous, ça veut dire que ce qui sait, ça veut dire quoi? Ce qui sait à l'intérieur de nous, c'est ce qui fait partie de l'alliance, donc notre âme. Et ce qui nous connecte au tout connaît la pertinence de cette prétendue folie, de pas grave quand même si tu gagnes un job de 42 000, c'est pas grave si t'as plus de job, c'est pas grave si t'as pas été à l'école, tu sais, il y a plus grand chose de grave, là, puis tu te dis, c'est-tu normal que ça soit pas grave? Donc, cette folie-là, tout comme quand j'ai choisi à 19 ans d'avoir un enfant puis d'être convaincue que j'aurais tout ce qu'il faut puis que tout allait bien rouler, tout a bien roulé. C'était incroyable, là. Quand j'ai eu ma fille, là, il y avait vraiment un tapis rouge qui se déroulait en avant de moi. T'as besoin de ça, t'as besoin de ça, t'as besoin de ça. Puis j'étais comme, mon Dieu Seigneur. Tu sais, puis c'est vraiment, ma fille avait un magnétisme auquel je m'abandonnais dans l'insouciance totale. J'avais décidé que j'avais cet enfant-là. J'avais décidé que je manquerais de rien. Puis je sais pas si c'est elle ou si c'est moi, mais on a manqué de rien. Tu sais, elle est arrivée à 30 ans, puis elle a sa maison, ma fille. Fait que cette
cette semence-là, où est-ce qu'on peut s'abreuver à la fois et on peut s'abreuver aussi à notre capacité à recevoir, chose que je m'entraîne encore, euh, cette, euh, cette foi-là, je l'ai vécu à plein ce que j'appelle des challenges de foi. Je l'ai vécu à plein de reprises quand j'ai loué mon local en 2019 et que finalement je n'ai pas loué un, je n'ai loué deux alors que j'avais même pas l'argent d'en louer un, que j'ai eu l'argent pour en louer deux. Quand j'ai écrit un livre, je lis même pas. J'haïs lire, mais j'ai écrit un livre, puis après ça un deuxième, puis waouh, j'ai eu des feedbacks incroyables, des gens qui m'ont dit, hey, j'ai lu ce livre-là, il a changé ma vie. Euh, alors que je savais même pas que je pouvais ou devais écrire, là, c'est venu à moi. Il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui avait à exprimer et à livrer des acquis que je m'ignorais à l'époque. Donc, quand j'ai sauté, ça a été le saut de la foi, saupoudré de folie, mais il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait, c'est là tu vas, puis écœure-moi pas avec ça, c'est là qu'on va. Et, et, et je me remercie, je me félicite aujourd'hui d'avoir écouté ça et je t'encourage à le faire vraiment. C'est d'ailleurs le petit incitatif d'intégration que je te propose aujourd'hui. Le petit incitatif d'intégration aujourd'hui, euh, j'espère que l'épisode va t'inspirer à le vivre. Alors, je t'invite à vivre une expérience dont tu ne connais pas l'issue. Ça veut dire quelque chose que tu n'as jamais fait ou que tu n'as pas envie de faire ou que tu es convaincu que ça va être plate ou poche, OK? Ou que tu sais là que tu seras pas bon ou que tu seras pas bonne en allant, je sais pas moi, faire cette chose-là ou essayer cette activité-là, OK? Donc, quelque chose que tu quelque chose, idéalement, que tu connais pas l'issue, ça va être plus facile. Mais quelque chose que peut-être qui te tente pas, comme moi, des fois, tu sais, j'adore réseauter, mais il y a des fois, là, ça me demande de l'effort. Puis là, comment ça que ça me demande un effort? Ben, puis je me botte le cul, puis j'y vais parce qu'il y a quelque chose qui dit, oui, 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 on y va, là. Oui, oui, on y va. Puis j'arrive quand j'y vais dans ce temps-là. Je sais pas pourquoi j'y vais. Donc, je peux pas arriver avec la conviction de savoir qu'est-ce qui va se passer. Je peux pas arriver convaincu de quoi que ce soit parce que je sais pas pourquoi je vais. Il y a quelque chose qui me dit, tu y vas, puis je l'écoute. Puis c'est vraiment drôle parce que j'avais une petite activité ce matin, puis justement, c'est ça que je disais, j'ai dit, je m'ostine même plus à cette heure. Parce que des fois, tu sais, à une époque, je m'ostinais, puis là, pas besoin, pas grave, puis toutes les fois où ce que j'ai pas écouté, ce qui me tirait à aller quelque part ou qui me disait vas-y pas ou tu sais je, tu sais je me suis rendu compte que c'était pas une bonne idée. Fait que aujourd'hui, j'écoute, j'obéis, quand ça tire, bon ben j'y vais, je sais pas pourquoi. Donc j'ai développé cette foi-là qui fait de moi aujourd'hui quelqu'un qui est convaincu. Puis oui, je suis une convaincue, puis contente d'être convaincue que il y a un bénéfice, hein? Toute expérience. Et je suis une gourmande, ben, je suis une gourmande dans ça aussi. Donc, même si je pense que ça va être poche, même si je sais pas pourquoi j'y vais, puis tout ce que je fais, puis c'est là la différence. OK? C'est là qui est super important. Donc, quand je te parle d'incitatif, d'intégration, donc, tu vas aller vivre une expérience et tu vas permettre que ce soit requis pour soit la connaissance de toi ou apprendre à t'aimer. OK? Donc, tu vas permettre ça. Et c'est ça, permettre que ce soit requis. Ça veut dire que ça va te servir à quelque chose que tu sais pas que tu as besoin. Ça va te servir à un plus et permettre que ce soit le cas. OK? Donc, ça veut dire que je pense que si je vais là, je serai pas bonne, ou je pense que si je vais là, je sais pas comment faire, ou je pense que si je vais là, ça donne rien. OK? Mais tu vas te mettre dans une posture de foi absolue que tu t'en vas vivre une expérience extraordinaire qui va te permettre de découvrir quelque chose d'extraordinaire sur toi que tu savais pas que tu avais besoin. OK? Fait que
t'as peut-être pas là, d'occasion qui te viennent par la tête, là, mais si tu fais le choix de vivre cette expérience-là, l'expérience va venir à toi. OK, ça, je t'expliquerai pas pourquoi, mais c'est de même que ça marche. Si tu fais le choix de vivre une expérience, l'expérience va venir à toi. OK? Surtout si ton projet, c'est d'apprendre à te connaître ou / de t'apprendre à t'aimer, c'est sûr que l'expérience va venir à toi, là. Ce qui sait livrer ce qui est requis, va te le livrer, ça c'est certain. Alors, je t'invite vraiment à te mettre dans cette posture-là. Et quel outil j'ai pour toi dans l'éventualité où tu y arrives pas à dénicher tous ces cadeaux-là? Dans le parcours de l'école, lorsque tu fais le parcours de l'école en entier, ce qui se produit, c'est quelque chose de très particulier. C'est que tu ne te définis plus à l'issue de tes expériences. Tu développes le réflexe de voir les cadeaux. C'est vraiment un processus qui est très subtil, qui est subliminal, transcendantal, appelle ça comme tu voudras, là. Mais c'est parce que ça se fait sans que tu le choisisses, ça se fait comme par magie. C'est pas, je te dis pas fais ça, c'est parce que tu fais le processus de l'école que ça se fait à un moment donné tout seul. OK? Fait que c'est pas évident, là, mais c'est ça qui se passe. C'est que au lieu de te définir à l'issue de chaque expérience, tu arrives à dénicher, voir ce qui est requis, voir les cadeaux. C'est comme si ton cerveau fonctionnait d'une façon différente et tu développes ce réflexe-là comme de respirer là. Moi, c'est sûr que je me suis entraînée parce qu'il a fallu que je vois tout ce que ça nécessite de se retrouver dans cet espace-là. Si je voulais mettre mon école en place, l'école est en place, donc ça amène vers là parce que moi, je l'ai fait dans l'ignorance d'eux. Fait que comment j'ai arrivé à le transmettre, c'est parce que j'ai fait le parcours à l'aveuglette et maintenant, je le vois. Alors, c'est vraiment, si tu vois que c'est difficile pour toi d'arriver à ne pas reproduire le passé tout le temps, tu sais, si tu dis, ah, encore, ah, je le savais, ben, si tu as tendance à dire ça quand tu vis des expériences, ben, ça veut dire que tu es coincé dans ce que j'appelle le jour de la marmotte. T'es tellement convaincu de ta réalité qu'il n'y a plus de place pour de la nouveauté. Et c'est vraiment mon école qui va t'amener à sortir de là pour qu'il y ait de la place pour de la nouveauté, pour que tu puisses exister sous une autre forme. Donc, il y a beaucoup de processus qui se vivent par le biais de l'école. Donc, c'est vraiment vers là que je vais pouvoir t'aider. D'ici à ce que tu t'inscrives à l'école, je te donne un mantra qui va au moins t'aider à intégrer ce processus-là. Donc, je te lis le mantra maintenant. Puisque je sais qu'il est possible que je ne sache pas ce dont j'ai vraiment besoin, je m'abandonne à ce qui sait dans la foi d'un bénéfice insoupçonné. Je répète, puisque je sais qu'il est possible que je ne sache pas ce dont j'ai vraiment besoin, donc ce qui est requis, je m'abandonne à ce qui sait dans la foi d'un bénéfice insoupçonné. Donc, je me ferme les yeux et je fonce tête baissée vers aller cueillir ce qui est requis pour arriver à m'aimer et me connaître. Je dirais pour arriver à me connaître et aimer ce que je découvre. C'est bien sûr, c'est là le challenge. Donc, c'est ce qui termine l'émission d'aujourd'hui. Je te remercie beaucoup pour ton écoute et je t'invite vraiment à cheminer sur cette voie-là, donc de sortir de la pression de devoir livrer la confiance en toi, mais de t'abandonner, donc de te foutre la paix dans la performance et de te donner le droit de ne pas savoir, de ne pas être capable pour aller chercher ce que tu as besoin, donc ce qui est requis pour ton processus, pour apprendre à t'aimer. Merci pour ton écoute. Bien sûr, je t'invite à me partager les prises de conscience que tu as fait. Si tu l'écoutes par le biais de YouTube, surtout, là, c'est encore plus facile. Tu as juste à l'écrire sous la vidéo. Et bien sûr, à partager. Vraiment, partager ou en parler tout simplement à tes amis. Va voir le podcast de Chantal Beaumont. Fait que tu n'as pas besoin de te rappeler que ça s'appelle La richesse des différences. Podcast Chantal Beaumont sur Google, là, les gens vont me trouver. Là. Fait que c'est vraiment, je t'invite vraiment à en parler. J'ai vraiment des bons commentaires de feedback sur ce que les gens
viennent chercher par le biais de ce podcast-là. Ce qui est cool, c'est que je donne le droit de pas tout prendre, de prendre des petits bouts qui fait votre affaire. Fait que vraiment, je t'invite à en parler, à le partager. Puis, on se revoit la semaine prochaine avec... Oh, ça va être intéressant. Le persévérer versus s'acharner. Intéressant comme subtilité pour encore une fois se foutre la paix. Alors, on se voit vendredi prochain. Bye bye.